pour l'anniversaire de mon père, je lui ai acheté un fauteuil inclinable à 1900 $ après son opération du dos. Il l'a tapoté et a dit, ça fait bon marché. Tu ne pouvais pas prendre le modèle premium, comme ton frère l'aurait fait. Ma mère a murmuré, c'est gênant. J'ai souri, j'ai pris le reçu et j'ai ramené le fauteuil à mon camion. Le lendemain matin, mon téléphone a explosé. Ils ont réalisé ce que j'avais emporté d'autre avec moi. Je m'appelle Joseph. J'ai 34 ans. Je travaille comme comptable dans une entreprise de taille moyenne au centre-ville. Et s'il y a une chose que j'ai apprise au fil des ans, c'est que la fiabilité peut être à la fois un cadeau et une malédiction. Pendant la majeure partie de ma vie d'adulte, j'ai été celui qu'ils appelaient quand le loyer n'était pas suffisant, celui à qui ils envoyaient un texto quand l'assurance automobile était expirée, celui qui ne disait jamais non, ne posait jamais de questions et n'attendait jamais de remerciements. Mes parents ont élevé 2 fils, mais un seul d'entre nous est devenu le portefeuille familial. Cette personne, c'était moi. Brandon est mon jeune frère. Il a 30 ans, travaille dans la vente quand il en a envie, et a toujours été l'enfant chéri. Quand il avait 7 ans, mes parents lui ont acheté une moto tout-terrain pour Noël. J'avais 11 ans cette année-là, et j'ai eu un pull. Quand il a eu 16 ans, ils lui ont acheté une Mustang d'occasion avec des bandes de course. Quand j'ai eu 16 ans, ils m'ont tendu les clés de leur fourgonnette rouillée et m'ont dit que je devrais être reconnaissant de cette responsabilité. Brandon a eu la lumière des projecteurs. J'ai eu les factures. Au moment où j'ai obtenu mon diplôme universitaire, je couvrais déjà leur hypothèque pendant les mois creux. Mon père avait des problèmes de dos, même à cette époque, en arrêt de travail par intermittence, et ma mère travaillait à temps partiel dans une boutique qui ne payait presque rien. Brandon était en 2e année à l'université communautaire, échouant à la plupart de ses cours, mais il continuait à payer ses frais de scolarité avec de l'argent qu'il n'avait pas. Alors, je suis intervenu. J'intervenais toujours. Il y a 3 ans, cette intervention est devenue permanente. Le dos de mon père a empiré. Les opérations se sont accumulées, et ses chèques d'invalidité couvraient à peine l'épicerie. Ma mère a atteint l'âge de la retraite dans son emploi de vente au détail et a refusé de chercher autre chose. Brandon s'est fiancé à une femme nommée Gloria et a emménagé dans une maison de ville qu'il ne pouvait pas se permettre. J'ai eu une feuille de calcul. Chaque mois, j'envoyais 2400 $ pour l'hypothèque, 900 $ de plus pour les services publics, l'assurance et les impôts fonciers, et 500 $ de plus pour leurs médicaments et leurs quotes-parts. Encore 300 $ pour l'épicerie parce que ma mère disait que les prix des magasins étaient criminels. Cela faisait 4100 $ par mois. Soit 49 200 $ par an. En 3 ans, je leur avais discrètement viré 147 600 $. J'en ai gardé la trace. Je suis comptable. Les chiffres ne mentent pas, même quand les gens le font. Ils ne m'ont jamais demandé comment j'allais. Ils ne se sont jamais demandé si j'avais mes propres factures, mes propres rêves, ma propre vie qui pourrait avoir besoin de financement. Quand j'ai mentionné que je voulais acheter un condo, ma mère a dit qu'il était égoïste de penser à l'immobilier alors qu'ils étaient en difficulté. Quand j'ai suggéré de réduire le budget de l'épicerie, mon père a dit que je ne comprenais clairement pas ce que c'était d'être vieux et d'avoir mal. Quand j'ai demandé à Brandon d'aider, il a ri et a dit qu'il avait sa propre famille à s'occuper maintenant. Alors, je suis resté silencieux. J'ai continué à envoyer l'argent. J'ai continué à être fiable. Le mois dernier, mon père a subi une autre opération du dos. Celle-ci était grave, une fusion vertébrale qui l'a laissé alité pendant des semaines. Le médecin a dit que la guérison prendrait des mois et qu'il aurait besoin d'un fauteuil inclinable de haute qualité conçu pour les patients post-opératoires, quelque chose avec un soutien lombaire et un positionnement réglable. J'ai fait des recherches pendant des heures, lu des critiques, comparé des modèles. J'ai trouvé le modèle parfait, un fauteuil inclinable en cuir à 1900 $ avec des caractéristiques médicales et une garantie de 5 ans. Je l'ai acheté avec ma carte de crédit. J'ai organisé la livraison à leur domicile pour l'anniversaire de mon père, qui tombait 2 semaines après l'opération. Je voulais qu'il ait quelque chose qui l'aiderait réellement à guérir, quelque chose qui montrerait que je me souciais de lui au-delà des virements bancaires automatiques. Je pensais que cette fois pourrait être différente. Je pensais que peut-être, juste une fois, il me verrait comme plus que le fiable. J'ai conduit jusqu'à leur maison un samedi après-midi, le reçu plié soigneusement dans mon portefeuille. Je n'avais aucune idée que ce reçu deviendrait le morceau de papier le plus important de ma vie. Le salon sentait les bougies à la vanille et la vieille moquette.
Ma mère avait organisé une petite fête d'anniversaire. Rien d'extraordinaire, juste elle et mon père et Brandon avec Gloria. Un gâteau acheté en magasin était posé sur la table basse, le glaçage fondant déjà sous la lumière chaude. Le fauteuil inclinable avait été livré ce matin-là. Il était posé dans le coin près de la fenêtre, toujours enveloppé dans du plastique de protection, le cuir brillant brun foncé sous le soleil de l'après-midi. J'avais envoyé un texto à la société de livraison 3 fois pour m'assurer qu'il arrivait à l'heure. C'est arrivé. Il avait l'air parfait. Mon père était assis sur le vieux canapé, le dos raide, le visage crispé par l'inconfort. Il s'était plaint toute la semaine de l'inconfort de leurs meubles actuels, du fait que rien ne soutenait correctement sa colonne vertébrale. Ce fauteuil était censé régler ce problème. J'avais passé des heures à m'assurer que ce serait le cas. Je me suis approché de lui, souriant, essayant d'ignorer la façon dont Brandon était déjà avachi dans le fauteuil comme s'il était chez lui. J'ai fait un geste vers le fauteuil inclinable et j'ai dit « Joyeux anniversaire, papa. Je t'ai acheté quelque chose pour ta guérison. » Il a regardé le fauteuil. Il n'a pas souri. Il s'est levé lentement, grimaçant, et s'est approché. Il a passé sa main sur la coudoir, a pressé sa paume dans le coussin du siège. Il a tapoté le cuir 2 fois, fort, comme s'il testait un pneu. Puis il a dit « Ça fait bon marcher. » J'ai cligné des yeux. La pièce s'est tue. Ma mère a arrêté de couper le gâteau. Brandon a levé les yeux de son téléphone. Mon père a continué, sa voix plate et dédaigneuse. Tu ne pouvais pas prendre le modèle premium, comme ton frère l'aurait fait. Les mots sont tombés comme des pierres dans ma poitrine. Je suis resté là, figé, la bouche légèrement ouverte, essayant de comprendre ce que je venais d'entendre. Le fauteuil coûtait $1900. Il était de qualité médicale. Il avait une garantie de 5 ans. Il n'était pas bon marché. Avant que je puisse répondre, ma mère a posé le couteau et a dit doucement, juste assez fort pour que tout le monde entende, c'est gênant. Ce mot a plané dans l'air. Gênant. Pas merci. Pas c'est gentil. Pas même on apprécie l'effort. Juste gênant. Brandon a souri narquoisement. Gloria a baissé les yeux sur ses ongles, mal à l'aise mais silencieuse. Mon père s'est retourné vers le canapé, rejetant déjà le fauteuil, me rejetant moi. Quelque chose à l'intérieur de moi a changé. Ce n'était pas de la colère. Pas encore. C'était plus froid que ça. C'était de la clarté. J'avais dépensé $1900 pour un cadeau qu'il ne méritait pas. J'avais passé 3 ans à envoyer $4100 par mois à des gens qui pensaient que j'étais gênant. J'avais passé toute ma vie d'adulte à être fiable pour une famille qui ne me verrait jamais comme plus qu'un portefeuille sur pattes. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas défendu le fauteuil. Je n'ai pas expliqué les recherches ou les critiques ou les caractéristiques médicales. Je ne leur ai pas dit combien il coûtait. J'ai juste souri. C'était un petit sourire, calme et froid. Je me suis approché du fauteuil inclinable, j'ai enlevé complètement le plastique de protection et j'ai regardé mon père. Il me regardait maintenant, déconcerté par mon silence. J'ai dit, la voix assurée, tu as raison. Ce n'est pas assez bien. J'ai pris le reçu dans mon portefeuille, je l'ai plié une fois et je l'ai glissé dans ma poche. Puis, je me suis penché, j'ai saisi la base du fauteuil inclinable et j'ai commencé à le traîner vers la porte d'entrée. C'était lourd, maladroit, mais je m'en fichais. Ma mère s'est levée, confuse. Elle a dit, « Joseph, qu'est-ce que tu fais ?» Je n'ai pas répondu. J'ai tiré le fauteuil à travers la moquette, les pieds grattant légèrement, et je l'ai manœuvré à travers la porte. Mon père m'a interpellé, l'irritation se glissant dans sa voix. Il a dit, « Tu es dramatique. » Je n'ai toujours pas répondu. J'ai chargé le fauteuil inclinable à l'arrière de mon camion, je l'ai fixé avec un élastique et je suis monté sur le siège du conducteur. À travers la fenêtre du salon, je pouvais les voir tous debout là à regarder, confus et ennuyés. J'ai démarré le moteur. Mon téléphone était posé sur le siège passager, l'écran brillant avec une nouvelle notification. C'était un rappel de paiement de ma banque. Prélèvement automatique de l'hypothèque prévue pour demain. J'ai regardé cette notification pendant un long moment. Puis j'ai ouvert mon application bancaire et j'ai commencé à tout annuler. J'étais assis sur mon canapé ce soir-là, l'appartement sombre à l'exception de la lumière de mon ordinateur portable. Le fauteuil inclinable était toujours dans mon camion.
Je le rendrai demain et obtiendrai le remboursement, mais pour l'instant, j'avais d'autres choses à faire. L'application bancaire était ouverte. Des rangées de paiements programmés me fixaient, ordonnés et automatisés, un monument numérique à 3 années de sacrifices silencieux. Hypothèque, services publics, assurance, épicerie, quote-part médicale, tout était lié à mon compte, tout retirant 4100 $ de mon chèque de paie chaque mois, comme sur des roulettes. J'ai pensé à mon père tapotant le cuir. J'ai pensé au murmure de ma mère, c'est gênant. Mes mains ont plané au-dessus du clavier. Je pouvais encore annuler les annulations. Je pouvais me réveiller demain et faire comme si rien ne s'était passé. Je pouvais envoyer l'argent comme je l'ai toujours fait. Continuer à être fiable. Continuer à être invisible. Mais je ne voulais plus être fiable. J'ai commencé par l'hypothèque. Prélèvement automatique prévu pour demain matin, 2400 $. J'ai cliqué sur les paramètres, j'ai trouvé l'option d'annulation et j'ai fait une pause. C'était le gros morceau. Sans ce paiement, leur prêt serait en souffrance dans les 30 jours. Les frais de retard s'accumuleraient. La banque enverrait des avis. J'ai cliqué sur annuler le prélèvement automatique. Un message de confirmation est apparu, votre paiement programmé a été annulé. Je l'ai regardé fixement. Ma poitrine s'est serrée, mais pas de culpabilité, avec autre chose, un soulagement peut-être, ou du pouvoir. Ensuite, il y avait le paiement des services publics. Celui-ci était de 320 $ par mois, couvrant l'électricité, le gaz et l'eau. Je l'ai annulé. Puis l'assurance habitation, 290 $. Puis l'assurance automobile du camion de mon père, 310 $. Puis l'entiercement des impôts fonciers que je couvrais, 180 $. Puis le service de livraison d'épicerie que ma mère utilisait, 300 $. Un par un, j'ai démantelé l'échafaudage financier qui maintenait leur vie ensemble. Cela a pris 20 minutes à 20 minutes pour annuler 3 ans de fiabilité. Quand j'ai eu fini, je me suis adossé et j'ai regardé l'écran. Le solde de ma banque avait l'air différent maintenant, plus sain, le mien. Je ne me sentais pas coupable. Je me sentais froid, lucide. J'avais passé des années à construire une vie pour eux alors qu'ils ne construisaient rien pour moi. J'avais envoyé 147 600 $ en 3 ans, et la seule chose que j'ai jamais reçue en retour était le mot gênant. J'ai pensé à Brandon. Il vivait à 30 minutes, avait une fiancée dans une maison de ville et un emploi de vendeur bien rémunéré quand il travaillait réellement. Il pourrait les aider. Il devrait les aider. Mais il ne l'a jamais fait parce qu'il n'a jamais eu à le faire. J'étais toujours là, transférant de l'argent en silence, réglant les problèmes en silence, disparaissant silencieusement dans l'arrière-plan. Plus maintenant. J'ai fermé mon ordinateur portable et j'ai regardé autour de mon appartement. Il était petit, à peine meublé parce que j'économisais pour un acompte sur un condo depuis 2 ans. Sauf que je n'ai jamais eu le condo parce que chaque fois que je m'approchais, mes parents avaient besoin de quelque chose, un nouveau toit, une réparation de fournaise, les quotes-parts de l'opération de mon père. Mon compte d'épargne était un cimetière de presque-rêve. J'ai ouvert mon téléphone et j'ai fait défiler jusqu'à la conversation de groupe familial. Il y avait des messages de plus tôt ce soir. Ma mère avait envoyé un texto, Joseph est parti en trombe, tellement enfantin. Brandon avait répondu avec un emoji riant. J'ai regardé ces messages fixement. J'ai pensé à répondre. J'ai pensé à expliquer, mais les explications exigeaient que l'autre personne s'en soucie, et ils ne s'en souciaient pas. Ils ne s'en sont jamais souciés. J'ai retourné mon téléphone face vers le bas sur la table basse. Demain matin, il se réveillerait avec un échec de paiement de l'hypothèque. D'ici la fin de la semaine, les autres annulations commenceraient à arriver. Et quand il m'appellerait finalement, quand il remarquerait finalement que j'étais parti, je serais prêt. Je me suis couché ce soir-là avec mon téléphone en mode silencieux. Lundi matin est arrivé avec des emails. Beaucoup de mails. Le premier est arrivé de la société de crédit hypothécaire à 8h47, avis d'échec de paiement. Je l'ai lu en buvant du café à mon bureau au travail. L'email était froid et procédural, expliquant que le paiement programmé de 2400 $ avait échoué en raison d'un manque de fonds sur le compte lié. Le compte de mes parents, bien sûr, était vide. Le mien n'était plus connecté. J'ai supprimé l'email. Je savais qu'ils en recevraient une copie aussi. Le deuxième email est arrivé à 9h15, annulation confirmée du prélèvement automatique de la compagnie d'électricité.
Ils m'ont remercié d'être un client fidèle et m'ont rappelé que sans prélèvement automatique, le titulaire du compte devrait effectuer des paiements manuels avant la date d'échéance. J'ai vérifié la date d'échéance. C'était dans 6 jours. J'ai supprimé celui-là aussi. À midi, j'avais reçu des confirmations pour chaque annulation que j'avais faite samedi soir. Le système était efficace. Tout ce que j'avais construit en 3 ans était démantelé en temps réel, un email automatisé à la fois. Mon téléphone a commencé à sonner à 13 heures. C'était ma mère. J'ai laissé la messagerie vocale prendre l'appel. Elle a rappelé à 13h15, à nouveau à 13h30. J'ai mis mon téléphone en mode silencieux et je suis retourné au travail. À 15h01, j'ai vérifié ma messagerie vocale. Il y avait 4 messages. Le premier était de ma mère, confuse. Elle a dit « Joseph, la société de crédit hypothécaire a appelé. Ils ont dit que le paiement n'avait pas été effectué. Peux-tu vérifier ton compte ? Il doit y avoir une erreur. » Le deuxième était de ma mère à nouveau, plus urgent. Elle a dit « Joseph, rappelle-moi. » La compagnie d'électricité a envoyé un avis aussi. Quelque chose ne va pas. Le troisième était de mon père, agacé. Il a dit « Qu'est-ce qui se passe avec les paiements ? Règle ça. » Le quatrième était de Brandon. Il avait l'air irrité. Il a dit « Mec, maman panique. Rappelle-la. » Je ne les ai pas rappelés. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon email et j'ai vérifié le reste des confirmations. L'annulation de l'assurance automobile prendrait effet à la fin du cycle de facturation, dans 3 jours. L'entièrcement des impôts fonciers était déjà fermé. Le service de livraison d'épicerie avait envoyé un email joyeux me remerciant pour mes affaires et espérant que je reviendrais bientôt. J'ai pensé au visage de mon père quand il a tapoté le fauteuil inclinable. J'ai pensé à la façon dont il l'a rejeté. M'a rejeté. J'ai pensé aux mots au bon marché. Il ne s'agissait pas de vengeance. Pas vraiment. Il s'agissait de limites. Pendant 3 ans, je les avais laissés me traiter comme un guichet automatique sans code PIN, une ressource qu'ils pouvaient vider sans demander. Je les avais laissés prendre et prendre et prendre parce que je pensais que c'était ce que faisait la famille. Mais la famille ne vous dit pas que vous êtes gênant. La famille ne vous compare pas à votre frère pendant que vous êtes là à tenir un reçu de $1900. Je ne leur avais rien volé. Je n'avais pas menti. J'avais simplement arrêté de donner. À la fin de la journée, mon téléphone avait 17 appels manqués et 12 messages textes. Ma mère paniquait maintenant. Les messages étaient frénétiques, mal orthographiés, pleins de points d'interrogation. « Joseph, que se passe-t-il ? Pourquoi ne réponds-tu pas ? La banque a appelé à nouveau. Nous ne comprenons pas, appelle-moi. » Brandon avait envoyé un message aussi, sérieusement, « Mec, rappelle-les. » C'est stupide. J'ai complètement éteint mon téléphone et je suis rentré chez moi. Le fauteuil inclinable avait disparu. Je l'avais rendu ce matin avant le travail, j'avais récupéré le remboursement intégral, $1900 de retour sur mon compte. Le reçu était toujours dans mon portefeuille, un petit carré de papier qui avait tout déclenché. J'étais assis dans mon appartement ce soir-là, le silence épais et paisible. Demain, les services publics commenceraient à être coupés. Ils se sont présentés à mon appartement mardi soir. J'ai entendu frapper pendant que je réchauffais des restes au micro-ondes. C'était fort, insistant, pas le genre de frappe polie que vous donnez à quelqu'un que vous respectez. J'ai regardé à travers le Judas. Ma mère et mon père se tenaient là, tous les deux ayant l'air plus vieux que je ne me souvenais, plus fatigués. Mon père s'appuyait sur une canne, le visage pincé par la douleur. Ma mère tenait son sac à main serré contre sa poitrine comme un bouclier. J'ai ouvert la porte, mais je ne les ai pas invités à entrer. Ma mère a parlé en premier, sa voix aiguë et tendue. Elle a dit « Joseph, Dieu merci. Nous essayons de te joindre. Il y a un problème avec les comptes. » Je me suis appuyé contre le chambranle, les bras croisés. J'ai dit « Il n'y a aucun problème. » Mon père a froncé les sourcils. Il a dit « L'hypothèque n'est pas passée. La compagnie d'électricité a envoyé un avis de coupure. L'assurance a expiré. » Que s'est-il passé, bon sang ? Je l'ai regardé calmement. J'ai dit « J'ai annulé les paiements. » Les mots sont restés en suspens dans l'air. La bouche de ma mère s'est légèrement ouverte, comme si elle ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. Le visage de mon père est devenu rouge.
Il a dit, la voix s'élevant, tu as fait quoi? J'ai dit, j'ai annulé tous les paiements automatiques. L'hypothèque, les services publics, l'assurance, tout. Ma mère a bégayé. Elle a dit, mais pourquoi? Pourquoi ferais-tu ça? J'ai croisé son regard. J'ai dit, parce que je suis embarrassant. Elle a cligné des yeux. Elle n'a pas compris au début. Puis je l'ai vue, la lueur de la reconnaissance. Elle s'est souvenue de ce qu'elle avait dit samedi. Mon père s'est avancé, sa canne tapant contre le béton. Il a dit, tu te comportes comme un enfant. C'est ridicule. Tu ne peux pas juste arrêter de payer parce que tes sentiments ont été blessés. Je n'ai pas bougé. J'ai dit, je n'ai pas arrêté parce que mes sentiments ont été blessés. J'ai arrêté parce que j'en ai fini. La voix de ma mère s'est brisée. Elle a dit, fini? Qu'est-ce que ça veut dire, Joseph? Nous avons besoin de cet argent. L'hypothèque est due. L'électricité va être coupée. J'ai dit, d'une voix assurée, alors payez vous-même. Le visage de mon père s'est tordu. Il a dit, nous n'avons pas les moyens. Tu le sais. J'ai hoché la tête lentement. J'ai dit, je le sais. Je le sais depuis 3 ans. C'est pourquoi je paie tout tous les mois. Cela fait près de 4200 $ par an, papa. En 3 ans, je vous ai envoyé près de 12 600 $. Ma mère a haleté. Elle a dit, ce n'est pas. Nous ne savions pas que c'était autant. J'ai dit, vous n'avez pas demandé. Mon père a tenté une autre approche. Sa voix s'est adoucie, est devenue suppliante. Il a dit, Joseph, je suis désolé pour le fauteuil. Je ne pensais à rien de mal. J'avais mal. Je ne réfléchissais pas. J'ai dit, vous le pensiez. Et maman le pensait quand elle m'a traité d'embarrassant. Et Brandon le pensait quand il a ri. Vous le pensiez tous. Ma mère a tendu la main, sa main tremblant. Elle a dit, s'il te plaît, nous sommes tes parents. Tu ne peux pas simplement nous abandonner. J'ai regardé sa main planant dans l'air entre nous, et je ne l'ai pas prise. J'ai dit, je ne vous abandonne pas. Je ne fais juste plus votre financement. Il y a une différence. Le visage de mon père s'est à nouveau durci. Il a dit, alors c'est ça? Tu vas nous laisser perdre la maison? Laisser l'électricité être coupée? J'ai dit, vous avez un autre fils. Appelez-le. Mon père a raillé. Il a dit, Brandon n'a pas ce genre d'argent. J'ai dit, ma voix froide et définitive, moi non plus. Plus maintenant. J'ai reculé dans mon appartement. Ma mère m'a appelé, sa voix se brisant. Elle a dit, Joseph, s'il te plaît. J'ai dit, bonne nuit, maman. Et j'ai fermé la porte. Les appels n'ont pas cessé. Mon téléphone vibrait constamment, un rythme incessant de désespoir. Je n'ai pas répondu. Je ne les ai pas bloqués non plus. Je voulais voir les messages. Je voulais voir la panique se répandre. Mercredi matin, ma mère a envoyé un texto. La compagnie d'électricité a appelé. Ils coupent le service vendredi si nous ne payons pas 680 $. Joseph, s'il te plaît. J'ai fait une capture d'écran du message et je l'ai enregistré dans un dossier sur mon ordinateur portable intitulé Épreuve. Mercredi après-midi, Brandon a appelé. J'ai laissé la messagerie vocale prendre l'appel. Il a dit, maintenant en colère, c'est quoi ton problème, mec? Maman pleure. Papa peut à peine marcher. Et tu joues à un jeu stupide. Grandis. J'ai enregistré le message vocal comme un fichier audio, je l'ai ajouté au dossier. Jeudi matin, la compagnie d'assurance habitation a envoyé un avis d'annulation à leur maison. Ma mère me l'a transféré avec un message frénétique. Il est écrit que nous n'avons aucune couverture. Et si quelque chose arrive? J'ai fait une capture d'écran de ça aussi. J'ai passé ces 3 jours à monter un dossier, pas pour un tribunal, mais pour moi-même. J'avais besoin de tout voir étalé, chaque paiement, chaque message, chaque instant de leur dépendance. J'avais besoin de preuves que je n'étais pas le méchant ici. Je me suis connecté à mon compte bancaire et j'ai téléchargé 3 ans de relevés. Je les ai parcourus ligne par ligne, en surlignant chaque virement à mes parents, hypothèque, 2400 $ par mois, 86 400 $ au total. Service public, 320 $ par mois, 11 520 $ au total.
Assurance automobile, 310 $ par mois, 11 160 $ au total. Assurance habitation, 290 $ par mois, 10 440 $ au total. Taxe foncière, 180 $ par mois, 6 480 $ au total. Épicerie, 300 $ par mois, 10 800 $ au total. Copaiements médicaux, 500 $ par mois, 18 000 $ au total. Le grand total, 154 800 $. J'ai créé une feuille de calcul. Je l'ai rendue propre, professionnelle, le genre de document que je présenterai à un client. Date, montant, catégorie, totaux cumulés. Je l'ai codé en couleur, vert pour les paiements effectués, rouge pour les paiements maintenant annulés. Puis j'ai sorti d'anciens textos. J'ai fait défiler des années de conversation, à la recherche de gratitude. Je n'en ai trouvé aucune. Ce que j'ai trouvé à la place, ce sont des exigences. Peux-tu couvrir l'hypothèque ce mois-ci? Nous sommes à court. Besoin de 400 $ pour les réparations de la voiture. Peux-tu l'envoyer ce soir? La prescription de papa coûte 200 $. L'assurance l'a refusé. Peux-tu t'en occuper? Jamais s'il vous plaît. Jamais merci. Juste besoin. J'ai fait des captures d'écran de ça aussi. J'ai trouvé les messages de samedi soir, après mon départ avec le fauteuil inclinable. Ma mère avait écrit dans le chat de groupe de la famille, Joseph est parti en bougonnant. Tellement enfantin. Brandon avait répondu, que s'est-il passé? Ma mère avait écrit, votre père a dit que le fauteuil que Joseph lui avait acheté semblait bon marché. Joseph s'est fâché et l'a repris. Tellement dramatique. Aucune mention du mot embarrassant. Aucune reconnaissance de ce qu'ils avaient réellement dit, juste une réécriture de l'histoire où j'étais le déraisonnable. J'ai fait une capture d'écran de toute la conversation. Vendredi après-midi, j'avais un dossier complet, relevé bancaire, feuille de calcul, messages textes, messages vocaux, courriel des entreprises de services publics. Ce n'était pas un document juridique. C'était un témoignage, un monument à 3 ans d'être utilisé. Ma mère a envoyé un autre texto vendredi soir. L'électricité vient d'être coupée. C'est sombre. Joseph, s'il te plaît, je t'en supplie. Je l'ai lu. J'en ai fait une capture d'écran. Je l'ai ajouté au dossier. Brandon a également envoyé un message. Tu es une belle ordure. Tu le sais, n'est-ce pas? Maman est assise dans le noir et tu l'ignores. J'ai failli répondre. J'ai failli lui dire qu'il habitait à 30 minutes, qu'il avait un chèque de paie, une maison de ville et une fiancée, qu'il pouvait se rendre chez eux avec un chéquier et résoudre le problème lui-même. Mais je ne l'ai pas fait parce que Brandon n'était pas le point. Mes parents n'étaient même pas le point. Le point, c'était moi. Le point était que j'avais passé 3 ans à être la solution de quelqu'un d'autre, et cela m'avait transformé en fantôme. J'étais invisible jusqu'à ce qu'ils aient besoin d'argent, et puis j'étais essentiel. J'étais embarrassant jusqu'à ce qu'ils aient besoin de mon numéro de compte, et puis j'étais fiable. J'en avais fini d'être fiable. J'ai enregistré le dossier, je l'ai sauvegardé sur un lecteur cloud et j'ai fermé mon ordinateur portable. L'appartement était calme. Mon téléphone vibrait toujours sur la table, mais je l'ai laissé vibrer. Dehors, la ville brillait de lumière, lampadaires, fenêtres d'appartements, le néon lointain du centre-ville. L'électricité de tout le monde fonctionnait parfaitement. Je me demandais si mes parents étaient assis dans le noir en ce moment. Je me demandais s'ils appelaient Brandon. Je me demandais s'ils réalisaient enfin que je n'allais pas revenir. J'espérais qu'ils le réalisaient. L'effondrement s'est produit plus vite que je ne l'avais prévu. Lundi matin, une semaine après avoir annulé les paiements, les avis ont commencé à s'accumuler. Je le savais parce que Brandon me les a transférés, chacun accompagné d'un message de colère. La banque menace de saisie. Assurance annulée. Papa ne peut plus conduire légalement. L'eau a été coupée ce matin. Je n'ai pas répondu. Je n'ai fait que regarder. La société de crédit hypothécaire a agi rapidement. Elle a envoyé un avis de défaut formel le 10e jour, un courrier recommandé décrivant le paiement manqué et le délai de grâce de 30 jours avant le début de la procédure de saisie. Ma mère m'a appelé 6 fois ce jour-là. J'ai écouté un message vocal. Elle pleurait. Elle a dit, « Comment as-tu pu nous faire ça ?» Je l'ai supprimé. Les coupures de services publics sont survenues par vagues.
L'électricité a été coupée vendredi, comme il l'avait dit. L'eau a suivi 3 jours plus tard. Le gaz est resté allumé un peu plus longtemps, mais à la fin de la 2e semaine, il avait également disparu. Mes parents vivaient dans une maison sombre sans eau courante, sans chauffage, sans moyen de cuisiner. Brandon a essayé d'aider. Je le savais parce que ma mère en avait parlé sur Facebook, un appel public à la sympathie. Elle a écrit, heureuse d'avoir Brandon qui nous aide à traverser cette période difficile. Certains enfants comprennent ce que signifie la famille. La publication a reçu 43 likes. Gloria a commenté avec un emoji cœur, mais Brandon ne pouvait rien réparer en réalité. Il a payé pour faire rétablir l'électricité $680 plus des frais de reconnexion. Cela leur a valu une semaine. Puis la facture suivante est arrivée et ils ne pouvaient pas la couvrir. L'électricité a été coupée à nouveau. Il a ensuite essayé l'eau. Il fallait $340 pour se reconnecter, plus le solde impayé de $280. Il a payé. L'eau est revenue pendant 9 jours. Puis elle a été coupée à nouveau lorsque la nouvelle facture est restée impayée. Brandon perdait de l'argent à flot, essayant de boucher les trous d'un navire qui coulait. Il m'a appelé le jeudi de la 2e semaine, furieux. Il a dit, tu les tues. Tu le sais, n'est-ce pas? Papa ne peut même pas prendre de douche. Maman craque. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? J'ai finalement répondu. J'ai dit, calmement, rien ne va pas avec moi. J'ai juste arrêté de payer leurs factures. Il a dit, ce sont nos parents. J'ai dit, ce sont tes parents aussi, alors paie leurs factures. Il a dit, je n'ai pas les moyens. J'ai dit, moi non plus, mais je l'ai fait quand même pendant 3 ans. Il y a eu un silence au bout du fil. Puis il a dit, plus doucement, 3 ans. J'ai dit, je leur ai envoyé plus de $2000 en 2 semaines, et tu es déjà en train de te noyer. Imagine 3 ans. Il n'a pas répondu. Je l'ai entendu respirer, assimiler. J'ai dit, tu pensais que j'aidais juste ici et là, n'est-ce pas? Tu pensais que j'envoyais quelques centaines de dollars quand il le demandait. Tu n'avais aucune idée que je payais pour tout. Il a bégayé. Il a dit, je ne. Ils n'ont jamais dit. J'ai dit, ils ne te l'ont jamais dit parce qu'ils ne voulaient pas que tu te sentes coupable. Ils voulaient que tu restes l'enfant chéri. J'étais le guichet automatique. Tu étais le préféré. Il est resté silencieux pendant longtemps. Puis il a dit, sur la défensive, ce n'est pas de ma faute. J'ai dit, non, ce n'est pas de ta faute. Mais ce n'est plus mon problème non plus. J'ai raccroché. L'avis de saisie est arrivé à leur domicile le 22e jour. La banque avait fini d'attendre. Ils avaient manqué 2 paiements maintenant, le mien et celui qui aurait dû suivre. Le délai de grâce était presque terminé. Ma mère m'a appelé, hystérique. Elle a dit en sanglotant, ils vont prendre la maison, Joseph. Ils vont prendre notre maison. J'ai dit, alors tu aurais dû payer l'hypothèque. Elle a dit, avec quel argent? J'ai dit, le même argent que Brandon utilise, ou l'invalidité de papa, ou tes économies de retraite? Je ne sais pas, maman. Débrouillez-vous. Elle a dit, nous n'avons pas d'économie. Nous avons tout dépensé. J'ai dit, en quoi? Elle s'est tue parce qu'elle savait qu'il l'avait dépensé pour l'université de Brandon, pour la Mustang, pour la moto hors route, pour la mise de fonds pour la maison de ville de Brandon avec laquelle ils ont aidé, pour les vacances et les dîners et un style de vie qu'ils ne pouvaient pas se permettre. Ils avaient tout dépensé pour tout le monde sauf eux-mêmes, et ils avaient utilisé mon argent pour le faire. J'ai dit, vous avez choisi cela. Vous avez choisi de vivre au-dessus de vos moyens. Vous avez choisi de me prendre sans demander. Vous avez choisi de me traiter d'embarrassant quand je vous ai donné un fauteuil à $1900. Vous avez fait tous les choix qui ont mené à ce moment. J'ai juste arrêté de l'encourager. La voix de ma mère s'est complètement brisée. Elle a dit, s'il te plaît, je suis désolé. Je suis tellement désolé. J'ai fermé les yeux. Une partie de moi voulait la croire. Une partie de moi voulait arranger ça, me précipiter et les sauver comme je l'ai toujours fait, mais je ne l'ai pas fait. J'ai dit, au revoir, maman. Et j'ai raccroché. 3 mois plus tard, j'étais debout dans mon nouveau condo. C'était petit, mais à moi, un T2 dans un quartier calme avec de grandes fenêtres, du parquet et une cuisine qui sentait la peinture fraîche. J'avais conclu la vente il y a 6 semaines,
en utilisant la mise de fonds que j'économisais depuis des années, la mise de fonds qui se vidait chaque fois que mes parents avaient une urgence. Il n'y avait plus d'urgence maintenant, juste le silence. Je ne savais pas ce qui était arrivé à leur maison. J'ai supposé que la banque l'avait prise. Brandon a arrêté de m'envoyer des messages après ce dernier appel téléphonique. Ma mère a cessé d'appeler après que je lui ai raccroché au nez. Mon père n'a jamais pris contact du tout. J'ai vérifié Facebook une fois par curiosité morbide. La page de ma mère était calme, plus d'appels publics, plus de mises à jour sur Brandon qui est une bénédiction, juste de vieilles photos de vacances en famille auxquelles je n'étais jamais invité. J'ai fermé l'application et je n'ai plus vérifié. Les gens au travail m'ont demandé si j'allais bien. Je semblais différent, disait-il, plus léger, plus confiant. J'ai souri et leur ai dit que j'avais apporté des changements dans ma vie personnelle. Ils ont hoché la tête, ont supposé que je voulais dire une nouvelle routine d'entraînement ou peut-être une thérapie. Ils n'avaient pas tort. Couper les ponts avec mes parents était une thérapie. J'avais plus d'argent maintenant. Mes chèques de paie étaient à moi. J'ai payé mes factures, acheté des produits d'épicerie que je voulais vraiment, économisé pour des choses qui comptaient pour moi. J'ai acheté un nouveau canapé. Je suis sorti dîner avec des collègues. J'ai réservé des vacances pour le printemps prochain, ce que je n'avais pas fait depuis des années. Je n'étais pas riche. J'étais juste libre. Un samedi matin, je déballais des cartons dans mon salon quand mon téléphone a vibré. C'était un texto d'un numéro inconnu. J'ai failli le supprimer, mais quelque chose m'a fait l'ouvrir. Il disait « Joseph, c'est Brandon. On peut parler ?» J'ai regardé fixement le message. J'ai pensé à l'ignorer. J'ai pensé à bloquer le numéro, mais la curiosité a gagné. J'ai répondu « À propos de quoi ?» 3 points sont apparus, puis ont disparu, puis sont apparus à nouveau. Il a écrit « J'ai parlé à Gloria. Elle m'a aidé à voir certaines choses. Je ne réalisais pas tout ce que tu faisais ni à quel point il te traitait mal. Je suis désolé. » Je l'ai lu 2 fois, des excuses de Brandon, l'enfant chéri qui n'avait jamais eu à s'excuser pour rien. J'ai répondu « Merci. » Il a répondu « Ça va. » J'ai regardé autour de moi dans mon condo. La lumière du soleil traversait les fenêtres. Le canapé était confortable. La cuisine sentait le café. Je n'avais pas de dette, pas d'obligation, personne ne me traitait d'embarrassant. J'ai tapé « Je vais mieux que bien. » Il a envoyé un emoji pouce levé, et c'était la fin de la conversation. Je ne savais pas si nous reparlerions un jour. Je ne savais pas si je le voulais, mais cela n'avait pas d'importance parce qu'il ne s'agissait jamais de leur pardonner ou de me comprendre ou même de s'excuser. Il s'agissait de reprendre ma vie en main. J'ai fini de déballer les cartons et j'ai préparé le déjeuner. J'ai mangé sur mon nouveau canapé, en regardant une émission que j'avais l'intention de commencer depuis des mois. Je n'ai pas pensé à mes parents. Je n'ai pas pensé à Brandon. Je n'ai pas pensé aux 154 800 $ ou au fauteuil inclinable ou aux mots embarrassants. J'existais juste paisiblement dans un espace que j'avais construit pour moi. Ce soir-là, je me suis assis sur mon balcon avec une bière, en regardant le soleil se coucher sur la ville. Le ciel est devenu orange, puis rose, puis violet foncé. L'air était frais. Le monde était calme. Pour la première fois en 3 ans, j'avais l'impression de pouvoir respirer. Je n'étais plus invisible. Je n'étais plus fiable. Je n'étais pas le portefeuille familial. J'étais juste Joseph. Et c'était suffisant.